Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc nous voulons voir maintenant, non pas les effets de la gravité, mais comment des corps massifs produisent la gravité, c'est-à-dire la courbure de l'espace-temps. Pour ça, nous ne pouvons partir que de ce que nous connaissons. Donc le plus simple est de partir de la gravité newtonienne. On sait par l'expérience qu'elle est une très bonne approximation lorsque les masses considérées sont faibles, lorsque les vitesses, par exemple une pomme qui tombe, les vitesses sont petites par rapport à la vitesse de la lumière, que la gravité est faible ou modérée, comme sur Terre. La gravité varie très lentement ou est stationnaire. Et enfin, l'espace-temps est presque plat, à précision des mesures près, ou très faible, où on peut voir par exemple seulement les effets du décalage vers le rouge gravitationnel. Les vitesses petites, ça implique que dx sur dt est petit par rapport à dt sur dt. Ceci à cause du facteur c que l'on trouve dans l'expression du quadrivecteur vitesse. En tenant compte de ça, l'équation des géodésiques se simplifie fortement et devient d2x mu sur dt au carré plus gamma mu 0, 0 dt sur dt au carré égale 0. Un champ gravitationnel stationnaire, ou presque stationnaire, cela implique que les dérivés par rapport au temps sont à peu près nuls. Et donc, dans l'expression des symboles de Christoffel, il ne reste que moins 1,5 g mu nu fois dg00 sur dx nu. Enfin, l'espace-temps presque plat, cela veut dire que g mu nu peut s'écrire, il est à peu près de Minkowski, de la relativité restreinte, donc c'est environ état mu nu plus h mu nu, où h est un tenseur de petite valeur, très petit, et constant ou presque constant. Si on développe ici, au premier ordre, en h, on trouve que gamma mu 0, 0 est égal à moins 1,5 état mu nu fois dh0 0 sur dx nu. Et en ramenant ça dans l'équation géodésique et en négligeant les dérivés de h par rapport au temps, puisqu'il est stationnaire ou presque, cela donne d2xi sur dt au carré plus 1,5 état i nu fois dh0 dh00 par rapport à x nu fois dt sur dt au carré égale 0. Et une deuxième équation, d2x0 par rapport à dt au carré égale 0. Alors, comme d'habitude, nous utilisons des lettres grecques pour les indices quadridimensionnels, de 0 à 3, et i représente un indice uniquement spatial, 1, 2 ou 3. Ceci, dx0 sur dt au carré,
puisque I0 c'est CT, ça implique que dt sur d taux est une constante. Donc, en divisant l'expression par dt sur d taux, on trouve d2xi, pardon, d2x, où x est un vecteur, cette fois-ci un vecteur classique, divisé par dt carré, est égal à 1 demi gradient de h00, c'est-à-dire ceci. Voici l'expression de la trajectoire d'un corps dans les conditions que nous avons citées, vitesse faible, gravité faible, etc. Considérons maintenant un corps massif, grand M. Par exemple, le Soleil ou la Terre. La théorie de Newton nous dit qu'on a un potentiel gravitationnel qui, à la distance r, prend la forme phi égale moins gm sur r, où g, grand G, est la constante universelle de gravitation de Newton. Pour un corps se déplaçant dans un tel potentiel, la gravité, la mécanique, nous dit que dx carré sur d taux carré, sur dt carré, pardon, est égal à moins gradient phi. En comparant les deux équations, on voit que on doit avoir que h égale moins 2 phi plus une certaine constante. Alors, quelle constante? Eh bien, considérons qu'on est très loin du corps massif, à l'infini. Dans ce cas-là, la gravité tend vers 0. L'espace devient parfaitement plat, c'est l'espace-temps de Minkowski. Et donc, h doit tendre vers 0. Donc, et quand r tend vers l'infini, le potentiel tend également vers 0. Et donc, on doit avoir que h égale moins 2 phi. La constante ici est donc nulle. Et donc, avec l'expression de g, on obtient g00, pardon, c'est h00 ici évidemment, g00 égale moins 1 plus 2 phi. Donc, nous avons l'expression du tensiométrique, du moins de la composante temporelle 0,0. Notons que nous avions relié l'effet de dilatation du temps gravitationnel au potentiel gravitationnel. Le décalage vers le rouge est gravitationnel. Et donc, il est lié directement à G00. Et c'est vrai qu'on aurait pu trouver la même relation en utilisant la dilatation du temps gravitationnel. Pour un corps massif de densité uniforme ρ, de densité ρ, elle n'a pas besoin d'être uniforme, excusez-moi, la gravitation newtonienne nous dit que nabla carré phi, donc le carré du gradient, est égal à 4 pi ρ. Ça, c'est la loi de Poisson. Elle se trouve assez facilement à partir des lois de la gravitation universelle. Pour un tel corps, on a aussi, nous avions vu le tenseur énergie-impulsion, T0 égale ρ. T00 égale ρ. Et donc, on obtient nabla carré G00 égale moins 8 pi G T00. Cette équation n'est pas tensorielle. C'est un peu logique, on a fait des approximations pour être dans le cas de la gravitation newtonienne classique. Pire que ça, elle n'est même pas invariante sous une transformation Lorentz. On retrouve là d'ailleurs
l'incompatibilité de la gravité avec la relativité restreinte. Donc, il nous faut trouver une forme purement tensorielle, donc avec des indices, sans indices ou avec des indices mu nu. Tout ce que nous savons, c'est que, avec les conditions aux limites, où on a été amené à négliger les coefficients autres que le G00, dans ce cas-là, on se ramène à ça. Donc, l'hypothèse la plus simple, c'est de généraliser cette équation et de dire qu'on obtient quelque chose, G mu nu, égale moins 8 pi G T mu nu. Ça, c'est l'équation d'Einstein. C'est ce qu'il a posé, c'est ce qu'il a trouvé. Il a d'ailleurs eu quelques difficultés au départ. Il a publié plusieurs versions avant de trouver la bonne façon de faire. La mécanique tensorielle, le calcul tensoriel était très récent pour lui. Il avait dû demander l'aide d'un ami mathématicien, Marcel Grossmann. Et la relativité générale était naissante. Nous, on a un peu facile, hein, on l'existe depuis longtemps, donc on sait comment il faut faire. Mais il a eu un peu de mal à la trouver, mais il est arrivé à ceci. Alors, grand G ici ne doit pas être confondu avec celui-là. Ça, G tout seul, c'est la constante de gravitation universelle. G mu nu, c'est le tenseur, plutôt les composantes, du tenseur d'Einstein. Tout ce que nous savons pour le moment, c'est qu'à la limite classique, il se ramène à nabla carré G00. Voilà, et donc, il est évident que le tenseur d'Einstein dépend de la géométrie, dépend de la courbure, d'autres choses. Donc, la prochaine étape, que nous verrons dans la prochaine vidéo, ça va être de formuler ce tenseur en fonction de différentes grandeurs géométriques de l'espace-temps, comme la courbure, et ça, c'est ce que nous ferons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.